Hans-Olof. Ja må han leva, ja må han leva, ja må han leva ut i Un moment de joie intense dans une entreprise suédoise, ça ressemble à ça. Chant guttural et mini-gâteau chocolat framboise sans bougie. Ett fyrfaldigt leve för Hans-Olof, han lever, hipp hipp. Hurra, 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 hurra. Une vraie fête surprise pour ce manager qui fête ses 44 ans. Poignée de main virile, courbette rigide. Ces 5 Suédois, c'est un peu toute l'austérité scandinave réunie dans un même bureau. Mais Hans-Olof Bornman, leur patron, va malgré tout se laisser aller à quelques brefs instants d'émotion. J'espérais que vous aviez oublié, mais visiblement ce n'est pas le cas. Merci beaucoup. Des bureaux plutôt ternes, des mines un peu grises. Ici, une seule teinte, invisible mais omniprésente, la couleur de l'argent. Car ces bureaux abritent un imposant hedge fund. L'an dernier, il a même été sacré meilleur fonds européen. À eux seuls, ces 5 hommes gèrent 2 milliards de dollars. Ils ont construit leur fortune dans l'ombre, les hedge funds. Ce sont des fonds spéculatifs dont la seule motivation est de gagner beaucoup d'argent et très vite. Il y a encore peu de temps, on ignorait tous deux, à part le nom des banques qui les abritaient. JP Morgan, Goldman Sachs ou encore Citibank. Leur quotidien, placer en bourse des milliards de dollars pour le compte de particuliers fortunés, de banques ou d'assurances, des champions de la spéculation jusqu'à la crise. « 2008, les bourses s'effondrent, les faillites s'enchaînent, le monde découvre les hedge funds. » Moi, j'ai toujours pensé que ces hedge funds, localisés dans les places offshore, avaient porté une très lourde responsabilité dans la crise financière. Très lourde. Et qu'il fallait les réguler. On les croyait sacrifiés sur l'autel de la crise. 1 an et demi plus tard, les hedge funds sont plus que jamais en vie. Rien ne semble avoir changé. Ils ont même renoué avec des profits historiques. C'est ce qui nous a conduit à enquêter sur eux. Nous avons cherché à savoir quelles étaient leurs méthodes pour amasser toujours plus d'argent et nous les avons interrogés. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour spéculer ? Pour trouver un hedge fund prêt à défier la loi du silence de la profession, il faut aller au nord de l'Europe, à Stockholm. C'est au cœur de la capitale suédoise que se trouve SEB, la 2e banque du pays, 20 000 employés, et au 6e étage de l'immeuble, un petit bureau, pourtant le plus rentable du building. C'est ici qu'Hans-Olof, le patron de ce hedge fund, retrouve son équipe tous les matins. Salut les gars, comment ça va? Dès 8h30, tous sont déjà au travail. Alors, quoi de neuf aujourd'hui, tout va bien? Il y a 5 ans, lorsqu'il a créé ce fonds, Hans-Olof, ancien analyste financier, a débauché les meilleurs en Suède. Des surdoués de la finance, comme Adam, l'un des plus jeunes de l'équipe. Son quotidien, un ordinateur, les cours de la bourse et des tableaux de chiffres. Seul petit grain de folie, des dizaines de citations accrochées juste au-dessus de son bureau. Oui, vous voyez, il y en a beaucoup. Mais j'aime surtout celle-là. Elle est de Napoléon. Elle dit que je fonde toujours mes calculs sur l'hypothèse que la chance sera contre moi. Adam, guerrier de la finance, lui, n'a pas cherché l'inspiration dans les lettres, mais plutôt dans les chiffres, pour écrire sa propre devise. À côté de son ordinateur, il a affiché ses ambitions, 10 milliards de dollars. C'est mon objectif personnel pour la taille du fonds. Mais le dites pas à mon patron, hein. Vous savez, il faut avoir des objectifs élevés. Il faut être ambitieux. C'est sûr, dans ce business, il faut être exigeant. Le business du fonds, c'est de parier sur des indices boursiers comme le CAC 40 ou sur des matières premières comme le pétrole, le gaz ou les métaux. Et pour s'imposer sur ces marchés, les Suédois ont mis au point une arme redoutable et redoutée de tous leurs concurrents.
Une arme qui n'a besoin ni de journaux économiques, ni de télé branchée en continu sur les cours de la bourse. Une arme qui se nourrit plutôt de lectures mystérieuses. Ça, ce sont les livres d'Adam. On a par exemple matières premières et marges financières, des bouquins de stratégie quantitative. On aime tous les nombres ici. Nous, on fait du contrat à terme. Alors on lit des livres comme celui-là. Qui gagne, qui perd et pourquoi. Les 5 hommes passent leur journée à dévorer ces livres de finances et surtout à faire des maths. Beaucoup de maths. Car leur arme pour spéculer, la voilà. Un réseau d'ordinateurs et à l'intérieur, des formules mathématiques qu'ils ont inventées. Une trentaine au total. Chacune analyse un marché ou un indice boursier. Dow Jones, Nikkei, Nasdaq. L'ordinateur brasse et croise des centaines d'informations, comme par exemple la valeur de l'or ou le prix du gaz. Il intègre même des facteurs psychologiques, comme la cupidité ou la peur des traders du moment. Objectif, prédire l'avenir et limiter l'intervention humaine. On veut prendre des décisions d'investissement sans que les émotions interfèrent. Parce que souvent, les émotions conduisent à de mauvaises décisions d'investissement. Là, c'est notre modèle mathématique qui non seulement prédit les mouvements du marché, mais nous aide aussi à décider combien nous allons parier à la hausse ou à la baisse sur chaque marché. Il vous aide à décider ou il décide lui-même? C'est lui qui décide. Hans Olof et son équipe consacrent leur journée à améliorer le modèle mathématique pour le rendre toujours plus performant. Mais au quotidien, c'est bien la machine qui prend les décisions financières. Alors comme tous les matins, Hans Olof met en marche son ordinateur. Et après 15 minutes de calcul, les ordres du jour apparaissent comme par miracle. Et ça, ce sont les ordres du jour? Ça, ce sont les ordres du jour, oui. Vous voyez, on a de nombreux ordres à exécuter aujourd'hui. Il y a beaucoup de pages. Et maintenant, il faut vérifier tout ça? Exactement. Monnaie, matière première, la machine vient de lui indiquer les transactions à réaliser aujourd'hui, une 50aine au total. L'ordinateur vient notamment de rectifier le tir sur le CAC 40. Le fonds doit finalement parier moins que prévu sur l'indice français. Sur le CAC 40, on parie à la hausse. On pense que la valeur du CAC 40 va monter. Mais ici, vous voyez qu'aujourd'hui, on va revendre du CAC 40. On va en revendre 8 contrats. Ça veut dire que le modèle pense toujours que l'indice boursier français va monter. Mais il n'en est plus aussi sûr qu'hier. Alors il réduit un peu nos positions. Cet ordre a été transmis automatiquement, de l'autre côté du couloir. Voici ma collègue Anna, du bureau qui exécute les opérations. Elle vient juste de recevoir l'ordre. Anna a reçu par mail la liste des achats et des ventes émises par l'ordinateur. Elle est chargée de vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence par rapport à la stratégie du fonds. Puis, elle transmet tout à son courtier. Tout se fait par mail, un clic sur un clavier, et l'argent est bougé sur les marchés du monde entier. Mais quelle somme exactement vient-elle de manipuler ? Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je peux regarder, mais je ne sais vraiment pas. Il y a beaucoup de transactions. C'est beaucoup d'argent, vraiment. Elle n'en a aucune idée, mais Anna vient de parier 250 millions de dollars sur les marchés financiers. Une gestion déconnectée du réel, une méthode bien plus répandue qu'on ne le croit et que tous jugeaient a priori infaillible jusqu'à ce mois de septembre 2008. New York, c'est l'onde de choc. Les faillites se succèdent, les traders font leur carton et l'opinion publique cherche un coupable. En ligne de mire, les mathématiciens. La presse découvre que des centaines de hedge funds font entièrement confiance aux mathématiques pour parier sur les marchés. Et elle s'interroge. Leurs modèles ont-ils une responsabilité dans la crise? Peuvent-ils vraiment tout prévoir? Les subprimes, une donnée qui va finalement échapper aux ordinateurs et précipiter la chute de milliers de fonds spéculatifs.
Hans Olof, lui, fait partie des rescapés. Sa chance, son fonds spéculatif ne pariait jamais sur ce genre de produit à risque. Et son modèle mathématique avait de toute façon anticipé la crise. Il ne se prive pas de le raconter lorsqu'il parcourt l'Europe à la recherche de nouveaux investisseurs. Car au plus fort de la crise, son fonds a réalisé plus de 24% de bénéfices, une prouesse à l'époque. Et pour espérer gagner toujours plus, ces semaines se transforment en marathon. L'avion, c'est bien, ça permet de se détendre un peu. Parce que le soir à la maison ou le week-end, on risque toujours de me déranger s'il se passe quelque chose au bureau. C'est un monde dans lequel vous n'avez pas vraiment de temps libre. Même pendant les vacances, les gens vous appellent. Aujourd'hui, Hans Olof entame une mission de 24 heures à Paris avec un objectif, s'implanter sur le marché français. Il enchaîne les rendez-vous. Sa journée de VRP commence au Palais des Congrès, dans un salon dédié à la finance où il est venu faire sa pub. C'est moi, ça. Ici, les investisseurs sont courtisés par des dizaines de fonds spéculatifs. Car lorsqu'un hedge fund trouve un nouveau client, c'est simple, il encaisse tout de suite 2% des sommes qui lui sont confiées, avant même de commencer à travailler. Il garde ensuite 20% des bénéfices. Hi, good to see you again. How are you? Very good. Hans Olof veut rencontrer le maximum d'investisseurs possible en un minimum de temps. Mais il ne va pas s'attarder au salon. Car le rendez-vous le plus important de la journée se trouve à 2 pas, chez Seeds Finance. C'est une société de conseil qui aide les assureurs ou les caisses de retraite, par exemple, à bien placer leur argent. En face du fonds suédois, à droite, le directeur général de la société. Et à ses côtés, un homme dont le job est de dénicher les meilleurs hedge funds. L'argumentaire d'Hans Olof est bien rodé. Il va leur certifier qu'avec son modèle mathématique, leurs investisseurs courent très peu de risques. L'objectif, c'est de prédire la direction des marchés. Par exemple, l'indice boursier américain, quelle direction prendra-t-il dans les 3 prochains mois? Le CAC 40. En fait, le modèle est une machine à prédire l'avenir. Alors on travaille avec des probabilités. On étudie l'histoire des marchés sur environ 20 ans et on essaye de voir s'il y a une forte probabilité qu'un marché parte à la hausse ou à la baisse dans les 3 prochains mois. Mais les Français s'intéressent surtout aux résultats sonnants et trébuchants de l'oracle financier suédois. En 2007, on a fait 9% de bénéfices. En 2008, on a gagné 24,5%. C'est un bon chiffre, n'est-ce pas? 24% de bénéfices au plus fort de la crise, alors qu'au même moment, les hedge funds perdaient en moyenne 19% de leur valeur. Hans Olof sait que cet argument peut séduire les Français en face de lui. La performance historique est intéressante, les équipes sont sérieuses, c'est une maison qui est sérieuse, donc c'est plutôt positif. Après, très honnêtement, c'est un peu trop tôt pour... surtout qui sont dans la salle, je vais pas... c'est un peu trop tôt pour donner une réponse conclusive. Le patron suédois s'est fixé des objectifs plus qu'ambitieux. D'ici 2 ans, il espère lever 100 à 200 millions d'euros en France. Et pour satisfaire ses nouveaux clients et être toujours plus performant, tous les coups sont permis. Des coups qui rapportent beaucoup d'argent, mais qui peuvent choquer l'opinion. Comme par exemple, parier sur la baisse de notre propre monnaie. Depuis novembre dernier, le modèle mathématique d'Hans Olof a repéré des signaux inquiétants sur la monnaie européenne et ils viennent de Grèce. Les finances publiques du pays sont catastrophiques. Régulièrement, les Grecs descendent dans la rue. L'économie européenne est menacée, y compris sa monnaie. Le fonds suédois met alors en place une stratégie. Son pari, l'euro va baisser et il y a un moyen de se faire beaucoup d'argent. Quand on pense qu'un marché va grimper, on parie dessus. Ce sont ces lignes bleues là.
Mais il y a aussi des marchés qui, selon nous, vont baisser dans les 3 prochains mois. Eh bien là aussi, on parie. C'est le cas par exemple de la livre anglaise, du franc suisse et de l'euro. Si l'euro baisse effectivement, si la livre sterling baisse et si le franc suisse baisse, alors oui, nous allons gagner beaucoup d'argent. Et c'est à des milliers de kilomètres de Stockholm que le fonds d'Hansolof spécule sur l'euro. La bourse de Chicago, c'est un haut lieu des transactions sur le marché des changes. Novembre 2009, 1 euro vaut alors 1,50 $. Certains vont miser sur une hausse de la devise. Le fonds d'Hansolof, lui, pense que dans 3 mois, la monnaie européenne va baisser. Il achète donc à un courtier un produit financier très spécial. On appelle cela un contrat. Ce contrat stipule qu'Hansolof parie sur la chute de l'euro. Il mise par exemple 100 millions de dollars. 3 mois plus tard, l'histoire lui donne raison. L'euro a baissé. Il est passé de 1,50 $ à 1,32 $, soit 18 centimes de baisse. Le fonds suédois empoche donc 100 millions de fois 18 centimes, c'est-à-dire 18 millions de dollars. Grâce à ce petit jeu sur l'euro, les hedge funds auraient gagné plus de 3 milliards de dollars. Certains analystes considèrent qu'une action simultanée de tous ces fonds pourrait contribuer à faire baisser l'euro. Mais Hansolof s'en défend. Je ne pense pas qu'on essaye de gagner de l'argent sur la misère des autres. Les managers de hedge funds n'ont pas causé la crise. C'est le gouvernement grec qui est à l'origine des problèmes. Les managers de hedge funds n'ont fait qu'essayer de gagner de l'argent pour leurs clients, parce qu'ils avaient compris qu'il y aurait des fluctuations de marché. Aujourd'hui, Hansolof est à la tête du fonds le plus puissant de Suède. Mais ne cherchez aucune parenté entre ce patron et les traders bling-bling. Pour une raison toute simple. Il y a peu de temps, le pays a limité les bonus. Résultat, Hansolof gagne 740 000 € bruts par an, presque une blague, au royaume de la spéculation, là où les patrons de hedge funds adossés aux banques peuvent afficher des salaires de plusieurs millions de dollars. Vous pouvez choisir d'acheter des trucs chers, des voitures de sport, des bijoux, mais je ne suis pas sûr que ce soit la clé du bonheur. C'est sûrement drôle à court terme, mais à long terme, j'y crois pas. Avec l'argent qu'il gagne, Hansolof préfère jouer les mécènes. Dans ce restaurant huppé de la capitale suédoise, il a d'ailleurs installé la collection de sa jeune protégée, une artiste russe dont il achète tous les tableaux, une sorte de vie artistique par procuration. J'aurais aimé peindre moi-même, mais je ne suis vraiment pas doué. J'admire ceux qui savent peindre, parce que c'est un moyen de toucher les gens, de transmettre des émotions. Au bureau, dans mon quotidien, je travaille sans aucune émotion. Je dois tout voir avec une perspective purement objective et statistique. C'est assez ennuyeux. Ennuyeux peut-être, qui rend accro certainement. Même lorsqu'Hansolof sort avec son équipe au restaurant, les discussions reviennent toujours sur la même chose, les paris et le modèle mathématique. Moi, j'en rêve même la nuit. Il nous a raconté qu'une fois, il s'est réveillé au milieu de la nuit, il a trouvé la solution à un problème qui nous avait bloqué toute la journée. Alors il se réveille et il dit « Ok, il me faut un bout de papier, que j'écrive ça. » Et il s'est rendormi. Et après, il dit qu'il ne travaille pas beaucoup. Oui, je considère pas ça comme un travail. Pour être honnête, moi je trouve ça drôle. Bon, ma femme, elle ne trouve pas ça très drôle, elle. Une fois par an, les 5 hommes quittent même femmes et enfants pour passer le week-end ensemble. Cette année, ils ont décidé de s'aérer les neurones en Laponie. Un bref séjour au ski pour souder le groupe et réfléchir à l'avenir du fonds. À 250 km au nord du cercle polaire, le groupe s'offre un peu de poudreuse et surtout beaucoup de brainstorming dans un petit chalet coupé du monde.
Concentrons-nous d'abord sur les menaces, et ensuite je voudrais que nous parlions des opportunités. Les menaces, c'est ce qui préoccupe beaucoup le groupe. Car depuis plusieurs mois, quelques pays lancent des attaques répétées en direction des hedge funds, avec un seul objectif, les contraindre et les réglementer. Les réglementations, oui. Le risque, c'est qu'il y ait des règles qui limitent l'accès des clients aux produits financiers. Et elles pourraient aussi vouloir contrôler notre manière de travailler. En clair, des règles les empêchant de spéculer comme bon leur semble. Hans Olof veut donc être prêt à lancer la parade en cas de problème. Car la raison de vivre d'un hedge fund ne changera jamais. Notre ambition, c'est de gagner encore plus d'argent à l'avenir. On en a déjà gagné beaucoup, mais on veut essayer d'en gagner encore plus. Pour l'instant, Hans Olof et ses coéquipiers spéculent en toute liberté. Mais jusqu'à quand? Il y a un mois, l'Europe a tenté de faire passer une directive pour contrôler les fonds spéculatifs. Face aux pressions, à la dernière minute, le texte a été retiré de l'ordre du jour à la Commission européenne.